En manchette ce soir, Sylvie Rochon condamnée à perpétuité. Le jury déclare la Rouyn-Norandienne coupable du meurtre non prémédité de sa sœur. Hydro-Québec sonde la région pour son plan de décarbonisation. Ce qui est intéressant ce matin, c'est cette présentation à la communauté. Et c'est finalement une demande de participation de la communauté. La violence faite aux enfants au cœur d'une web-série. On trouve que les parents, c'est vraiment un maillon essentiel pour la prévention de la violence faite aux enfants. Et fin des consultations sur la chasse à l'orignal. Moi, je trouve ça rassurant. Il n'y a rien d'alarmant. OK? Il n'y a vraiment rien d'alarmant. Bon début de soirée à tous. Ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence dans les faits divers, puisqu'une collision majeure est survenue entre deux véhicules vers 14 heures sur la route 117 à Rouyn-Noranda. L'impact s'est produit près de l'entrée de la ville, à la hauteur du 1920 avenue La-Rivière. 4 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. 2 passagers prenaient place à bord de chacun des véhicules. L'un des conducteurs a été arrêté par la Sûreté du Québec pour conduite avec les facultés affaiblies. À noter que la circulation est à nouveau fluide sur la 117. On fait un saut dans le monde de l'énergie. Des représentants d'Hydro-Québec étaient à Rouyn-Noranda aujourd'hui pour discuter du plan d'action 2035 vers un Québec décarboné et prospère. Et Kimberly, qu'est-ce qui ressort de ces rencontres? Écoutez, Anthony, lors de cette consultation publique, on a pu discuter sur 3 priorités, soit la qualité du service, on voulait améliorer ça, et on voulait aussi améliorer la consommation en énergie. On souhaitait également augmenter la production en électricité. Et le but était justement de déterminer quelles actions Hydro-Québec allait prendre pour réussir ces objectifs. Et en bout de ligne, ça va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en répondant à l'augmentation croissante de la demande en énergie. Donc, ce matin, c'était une vingtaine de personnes, une vingtaine d'acteurs du milieu municipal, économique et environnemental qui ont participé à cette activité d'échange. Et justement, j'ai pu discuter avec quelques préfets qui voient justement assez positivement cette rencontre. Je vous laisse les écouter. Ça fut très enrichissant. On a pu apporter tous les points qu'on voulait amener. On avait des solutions, nous, à apporter à Hydro-Québec qui vont tenir en compte pour notre territoire. On a des réalités ici qui sont différentes d'ailleurs. Une des choses qu'on a rappelées à Hydro-Québec, c'est que la présence sur un territoire est essentielle. Ils parlent d'améliorer leur capacité de répondre aux citoyens. Une de ces façons-là, c'est que les gens aient une très bonne connaissance du territoire. Et ça ne se fait pas à partir d'une autre région. On est quand même conscient au niveau de la consommation d'énergie. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus de sensibilisation parce que, veut pas, on sait qu'il y a des manques au niveau d'électricité. Et Kimberly, vous avez également parlé à un représentant d'Hydro-Québec et on semble satisfait d'avoir eu l'opinion de plusieurs acteurs du milieu en Abitibi-Témiscamingue. Absolument, Anthony. En fait, c'est Mathieu Johnson, qui est vice-président en stratégie et en développement, qui me confirme que dès la sortie de ce plan d'action 2035, qui a été fait en fait en novembre dernier, on pensait déjà aller consulter les gens concernés. Donc, dans l'élaboration de ce plan ambitieux, l'équipe de la Société d'État disait qu'une collaboration était essentielle pour réussir ce plan et faire des tests également. Je dois aussi mentionner que parmi les acteurs présents, il y avait Yves Grafteau, qui est directeur général de l'organisme bassin versant du Témiscamingue, qui avait quelques inquiétudes à partager. Les gens ont répondu présent à l'invitation. Les gens sont emballés par le projet de transition énergétique. Il y a une reconnaissance que ça ne sera pas facile. C'est des grands défis qu'on a devant nous, mais j'ai senti un très grand appétit de la part des élus municipaux, des préfets, des gens qui étaient autour de la table pour mettre l'épaule à la roue et contribuer à ce grand projet-là. C'est intéressant de voir Hydro-Québec vraiment s'adresser à la communauté. Il y a des craintes par rapport au manque de main-d'œuvre pour réaliser ce plan-là, aux craintes par rapport aux investissements qui vont être nécessaires pour le développer et aux craintes par rapport à la communauté. Est-ce que la communauté va être capable de soutenir Hydro-Québec dans son plan? Parce que toutes les solutions ne sont pas dans les mains d'Hydro-Québec. Par exemple, le changement d'habitude de consommation. Donc, pour l'instant, l'équipe d'Hydro-Québec va continuer de se promener un peu partout au Québec pour consulter la population avant de procéder à des démarches.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, jugez-vous les investissements mis dans la transition énergétique de la région suffisants au courant des dernières années? Vous avez répondu non à 68 %. Et on retourne dans les faits divers puisque le verdict est tombé. Sylvie Rochon est coupable du meurtre au second degré de sa sœur Denise. Yvon Moreau nous raconte. Il était vers 15 heures cet après-midi quand les 9 femmes et 3 hommes, membres du jury, ont prévenu le juge qu'ils en étaient arrivés à une décision face à l'accusée Sylvie Rochon. Nous, la poursuite, on doit toujours être moralement convaincus d'être en mesure de remplir notre fardeau. Donc, considérant que c'est ce qu'on a entre autres plaidé, une reconnaissance d'un meurtre au deuxième degré, il est évident que pour nous, c'était l'objectif, considérant la preuve qu'on avait. Ainsi, ils ont reconnu la femme coupable de meurtre au deuxième degré. Immédiatement, le juge Lemay a laissé entendre qu'il s'agirait d'un emprisonnement à perpétuité. Maintenant, combien de temps avant une libération conditionnelle? Le jury a fait là aussi ses recommandations et souhaiterait une libération conditionnelle après 12 ans de détention. Bien sûr, il en viendra au juge décider de façon finale le 30 avril prochain, date à laquelle les fils de Mme Rochon pourraient venir témoigner ou s'exprimer sur le drame qu'ils ont vécu. Les gens qui pourraient aussi avoir des choses à dire, qui ont été victimes de l'événement survenu le 30 janvier 2022, pourront aussi en parler. L'avocate de la condamnée Sylvie Rochon, Élise Pinsonneau, qui a refusé de s'exprimer à la caméra, nous a quand même laissé entendre qu'elle réfléchissait à la possibilité d'aller en appel. On a toujours en tête, en fait, Mme Denise Rochon. Donc, pour nous et pour les fils de Mme à qui on a parlé régulièrement, c'est certain que c'est une certaine forme de soulagement, mais notre travail est surtout que justice soit rendue. Yvon Moreau pour RNC Nouvelles à Rouyn-Noranda. Sur un autre ordre d'idées, l'organisme Espace Abitibi-Est, qui agit pour la prévention de la violence faite aux enfants, a présenté ce matin le contenu de sa nouvelle web-série qu'Emilia Liberté était présente au lancement. La dépression et le suicide chez les enfants. L'anxiété chez les enfants. Sensibiliser et outiller les parents face à la violence faite aux enfants, c'est ce que souhaite faire l'organisme Espace Abitibi-Est avec sa nouvelle web-série Espace, un univers de prévention. Donc, c'est une web-série qui va s'étendre sur 6 capsules. On parle de violences faites aux enfants, d'intimidation, de cyberintimidation, la gestion des écrans, l'anxiété chez les enfants, la dépression et le suicide chez les enfants. L'an dernier, la Direction de la protection de la jeunesse a traité plus de 4000 signalements en Abitibi-Témiscamingue. C'est pourquoi, pour l'organisme, il devenait essentiel de rejoindre facilement les parents et les enfants de partout dans la région. Les parents n'ont pas nécessairement accès aux séries d'ateliers. C'est plus difficile pour eux de se déplacer ou d'avoir le temps de venir, de passer 2 heures avec nous. Donc, on s'était dit que les capsules, ils pouvaient rejoindre plus massivement les parents, les sensibiliser. Espace Abitibi-Est évoque que la violence subie par les enfants peut avoir des impacts à long terme sur leur développement et même les amener à penser au suicide. Présenter les enjeux de santé mentale chez les mineurs devenait donc une évidence. Je trouvais ça important qu'on en parle en société. Mon fils a participé aussi. Donc, je pense que l'idée, c'est que de savoir qu'on peut tous être touchés par toutes sortes de défis. Puis, il existe du soutien, de l'entraide. Pour Paul-Antoine Martel, qui a également participé à la web-série, il fallait aussi mettre de l'avant le développement et la gestion saine des émotions au sein d'une famille. Quand on parle de gestion des émotions, c'est les émotions des enfants, mais c'est celle des parents aussi. C'est pas facile de se contrôler toujours, puis c'est pas facile non plus de soutenir nos enfants dans la gestion de leurs émotions. Ce qu'on voit comme des caprices, des fois, ça peut être un appel à l'aide ou ça peut être juste un mauvais moment à passer. Depuis maintenant 35 ans, Espace Abitibi-Est a outillé plus de 95 000 parents pour contrer la violence juvénile. Et l'organisme qui œuvre à Val-d'Or et à Amos espère prochainement pouvoir déployer ses services à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Oui, et à noter que les épisodes vont pouvoir être visionnés sur les pages Facebook et YouTube d'Espace Abitibi-Est à partir du 4 avril de la semaine prochaine.
Et maintenant, après Rouyn-Noranda et Val-d'Or, c'était du côté de Ville-Marie hier que se déroulait la dernière soirée d'information et de consultation auprès des chasseurs en vue de la mise à jour du plan de gestion de l'orignal au Québec. Notre journaliste Alexandre Cabana était sur place. Les chasseurs ont répondu à l'appel de la Fédération et se sont laissés porter par ce que les organisateurs avaient à leur proposer, soit beaucoup d'informations et beaucoup d'écoute à leur égard. Les bonnes idées ou les suggestions, c'est ça que je voulais. C'est ça que la régionale avait besoin pour pouvoir se positionner. Donc, éclaircir leur compréhension de l'information, ça c'est très important. Premier objectif, c'est rencontrer. Donc, on a fait un certain pas vers eux pour les informer. Le deuxième pas, c'est d'être capable de l'écrire, donc qui écrit leurs commentaires dans un questionnaire. Les modalités de la chasse au Québec sont certainement appelées à changer. Avec l'arrivée du nouveau plan de gestion en 2026, le sondage auprès des chasseurs servira de ligne directrice à ce futur plan. Excellente nouvelle parce que d'emblée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une collaboration avec le ministère d'avoir le pouls de nos chasseurs. Puis, on s'entend que le plan de gestion, c'est quelque chose d'important. Une mise à jour s'impose, selon le ministère, qui voyait trop de lumière jaune avec le plan actuel. Le biologiste l'a expliqué, moi je trouve ça rassurant, il n'y a rien d'alarmant. OK? Il n'y a vraiment rien d'alarmant, on a le temps d'y penser. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même réfléchi, ils ont analysé, puis ils en arrivent à une certaine modalité. Puis celle-là, bien, c'est celle qui fait l'objet de la question, si on veut, dans le questionnaire. Est-ce que ça fait du sens? Mais... On ne veut pas devenir comme l'Ontario, une phrase qui revenait souvent de la part des participants. Pas de panique, selon le président de l'association Chasse et pêche du Témiscamingue. Il y a beaucoup de propositions. Comme dans toute chose dans la vie, quand on propose des changements, ça vient bouleverser, que ça soit bien ou pas, mais il faut faire quelque chose. On en est là, je pense que tout le monde l'a compris, puis c'est un beau bouleversement qui va se produire. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Ville-Marie. Parlons argent maintenant. Avec 57 175 $, le revenu d'emploi médian est en règle générale plus élevé dans la région que dans le reste de la province, selon une récente analyse de l'Institut de la statistique du Québec. C'est la MRC de la Vallée-de-l'Or qui possède le revenu d'emploi médian le plus élevé de la région avec près de 61 482 $, suivi de celle de Rouyn-Noranda avec 59 974 $. La MRC d'Abitibi avait 58 206 $ et la MRC d'Abitibi-Ouest avec 55 017 $. C'est la MRC de Témiscamingue qui ferme la marche avec 51 200 $. Et bonne nouvelle pour la région, une aide financière de près de 470 000 $ est accordée pour 5 projets de mise en valeur de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le député de la Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, qui en a fait l'annonce. C'est dans le cadre du 4e appel de projet du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public. 4 projets de la MRC de Témiscamingue ont été sélectionnés pour un total d'environ 343 000 $ pour la circonscription d'Abitibi-Est. Un projet pour la ville de Malartic a été retenu pour un total de près de 127 000 $. Et dans le secteur de l'éducation maintenant, le recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Vincent Rousseau, a fait le bilan des 40 dernières années de l'Institut ce midi lors d'une conférence organisée par la Chambre de commerce de Val-d'Or. Il a souligné les nombreux progrès des dernières années, notamment dans le secteur de la recherche créative, où l'UQAT arrive en 3e position des universités au Canada pour l'intensité de recherche par professeur. Mais selon lui, le manque de logements étudiants et le financement universitaire demeurent un très gros défi. Par ailleurs, l'UQAT est en pleine négociation avec le gouvernement à ce sujet. Et en parlant de l'UQAT, 4 membres du corps enseignant sont récompensés pour leur travail. On parle de Guillaume Proulx, Manon Lacroix, Corinne Desrochers et Louise Lemieux. Ces derniers se sont vus attribuer respectivement les prix Audace pédagogique, le prix Relève en enseignement ainsi que le prix Carrière en enseignement. Ces distinctions visent à mettre en lumière des professeurs ou des chargés de projets de cours qui ont su se distinguer. Ces prix ont été distribués dans le cadre de la 4e journée de l'enseignement universitaire. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Je
m'appelle François-Étienne Paré, je suis directeur artistique du Théâtre de la LNI. Après la pause, je vous parle de notre spectacle de ce soir. La LNI s'attaque au classique. On s'attaque ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, à l'univers de Michel Tremblay. Soyez là. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entreprise ACE, service mécanique partenaire d'Epiroc, a récemment inauguré un centre de formation à Val-d'Or qui vise l'amélioration de la compétence des mécaniciens et des opérateurs de machinerie minière Epiroc. Offrant des formations sur des simulateurs à la fine pointe de la technologie, ce centre de formation est également accessible aux étudiants du centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda présente ce soir le spectacle La LNI s'attaque au classique. Oui, c'est la Ligue nationale d'improvisation qui a décidé de nous présenter leur tout nouveau concept, Anthony. On veut improviser avec différentes contraintes sur les textes d'auteurs de littérature et la mission consiste à explorer l'œuvre d'artistes majeurs de la dramaturgie. Pour l'événement, il s'agira de l'auteur Michel Tremblay qui sera mis en lumière. Il y a eu une représentation ce matin, justement, une représentation scolaire qui a été disponible pour les jeunes directement au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. On a très, très hâte de vous y recevoir ce soir. C'est un beau défi. Dans le fond, on plonge en improvisation dans l'univers de Michel Tremblay. Dans ce spectacle-là, on a décidé d'embrasser la dramaturgie, ce qu'on appelle nos classiques de la dramaturgie, classiques d'ici et d'ailleurs. Donc, ce soir, c'est Michel Tremblay, mais c'est un spectacle qu'on fait dans l'univers de Molière, de Shakespeare, de Ionesco, Robert Lepage. Donc, ce qu'on fait, c'est que pendant 1 heure, on décortique ensemble l'œuvre de Michel Tremblay. Ses personnages fétiches, ses codes théâtraux. On les décortique, on en parle, mais surtout, on improvise autour de ça pour essayer de vraiment plonger dans l'univers. On fait ça pendant 1 heure pour bien comprendre c'est quoi l'univers de Michel Tremblay et comment l'improviser. Et après ça, on fait un entracte assez court et au retour de l'entracte, on fait une improvisation de 30 minutes, inspiré de ce qu'on a fait dans la première partie, mais surtout inspiré de l'œuvre de Michel Tremblay. On se reconnaît dans l'œuvre de Michel Tremblay. Il a marqué à jamais le théâtre québécois, principalement avec Les Belles Sœurs, qui a fait un clash dans le théâtre québécois puis qui nous a dit « Wow, on peut, nous, être sur scène ». Et donc, et son œuvre, il y a des éléments qui traversent son œuvre aussi. Il y a des dramaturgies des dramaturges où on ne va pas, nous, parce que des fois, le dramaturge change de ton de pièce en pièce, change d'univers de pièce en pièce. Michel Tremblay, il a comme créé tout un univers, donc c'est plus facile de l'analyser puis d'essayer de se donner un cadre dans lequel travailler, nous, improvisateurs. C'est un beau mariage entre le théâtre et l'improvisation. Si vous aimez l'improvisation, c'est le spectacle parfait. Si vous aimez le théâtre, c'est le spectacle parfait. Puis si vous avez envie de vous amuser et d'en apprendre un petit peu sur Michel Tremblay, eh bien, c'est le moment idéal, ce soir à 20h. Et Stéphanie, l'Agora des Arts présente la sortie de résidence Les Masques en théâtre musical ce samedi. Oh que oui, c'est une résidence de création, mesdames et messieurs, de séjour mettant en lumière une œuvre de Jérémy Turgeon. C'est une pièce qui est destinée aux adolescents et qui aborde la virilité toxique dans le cadre de la pratique du hockey. On suit l'histoire de Sam, un jeune garçon qui a été suspendu de son équipe pour des raisons un petit peu nébuleuses. Et voici comment l'idée est venue d'écrire sur le fameux sujet. Avec les récents événements qui sont passés dans l'univers du hockey, on dirait que j'ai commencé à me poser des questions par rapport au sport que j'ai longtemps pratiqué. Je me disais qu'il y avait un sujet il fallait qu'on aborde cet enjeu-là, où est-ce que dans la pratique du hockey, il y a encore des valeurs et des comportements qui sont tolérés, cette espèce de violence-là qui est accompagnée par, qui accompagne la masculinité toxique. Je me suis dit que quoi de mieux que de faire dans une pièce de théâtre, comme je suis habitué de le faire. J'ai baigné dans la création depuis quelques années. Et voilà, je pense que ça peut rejoindre les jeunes garçons dans un nouveau médium, surtout avec l'outil qu'on a, une glace synthétique.
L'idée dans la résidence de création, en fait, dans l'étape de recherche-création dans laquelle on est en ce moment, c'est aussi de faire une recherche au niveau sonore, exactement. Fait que ce soit au niveau des sons des patins, du tir au but, justement, on entend les poteaux souvent qui résonnent. On a aussi une recherche musicale qu'on fait à travers ça. C'est pas un théâtre musical à proprement parler, mais il y a une partie, un élément de composition musicale pour ressembler à un spectacle qui a l'air un peu final. C'est vraiment pas du tout le cas. Le texte est encore en écriture. Le texte va changer, va continuer à évoluer pour atteindre justement le résultat le plus complet, en fait, tout simplement. Celui qui va vraiment pouvoir changer un peu les mentalités par rapport au sport, puis autant de ceux qui le pratiquent pas que ceux qui jouent présentement au hockey, puis je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de jeunes garçons. À l'aube du début des séries éliminatoires de la LHJMQ, est-ce que les Huskies sont prêts à affronter les Olympiques de Gatineau? La réponse et plus de détails au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et on termine en sport avec les Huskies qui débutent demain à Rouyn-Noranda, la première ronde des séries de la Ligue junior maritime Québec. Rouyn-Noranda affrontera les Olympiques de Gatineau. Ces mêmes Olympiques qui les avaient éliminés des séries l'an dernier. Pour l'entraîneur-chef, c'est une rivalité qui poussera certainement les troupes à se dépasser, et ce, dès la première ronde. Je m'attends à une équipe qui est très bien structurée, qui est très bien dirigée par Serge Beausoleil. Puis pour nous, c'est important qu'on contrôle les choses qu'on contrôle. On sait qu'ils vont travailler fort, on doit travailler plus fort qu'eux. C'est là que notre talent va prendre le dessus. Ouais, ça va prendre tout le monde pour gagner. Puis j'ai vraiment confiance en notre groupe. Fait qu'en voyant des gars comme ça qui Savoie qui est un genre de play-off, entre autres, fait que ça va vraiment être la peine. Profiter aussi parce que c'est le meilleur hockey de l'année. Puis on se prépare 68 games pour ça, fait que ça va vraiment le tout donner. Notre 4e ligne, notre 5e ligne, si on peut dire, notre 6e, 7e défenseur, c'est tous des gars qui peuvent être dans le line-up à tous les soirs, puis qui seraient probablement dans le line-up dans une autre équipe de la Ligue cette année, fait que j'ai vraiment confiance en notre gang. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, on s'attend à une fin de semaine sous le soleil. Oui, enfin, on va avoir l'impression que le printemps est arrivé pour de bon en ski à trait ce soir et cette nuit. Pour l'ensemble des secteurs, ça se passe sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Moins 8 en Abitibi, moins 7 au Témiscamingue. Demain, ça se passe toujours sous les nuages avec un max de plus 1 en Abitibi et plus 2 au Témiscamingue. Un excellent congé de Pâques à tous. Un excellent congé à vous aussi, Stéphanie. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été encore une fois des nôtres ce soir. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée.